que je vous ai montré, le site .NET, où on peut télécharger le SDK, l'installer ou tout simplement télécharger l'éditeur, donc Visual Studio, qui va nous installer les SDK, tout ce dont on a besoin. Voilà. Si quelqu'un a des questions ou bien si quelqu'un a des soucis pour installer le SDK ou pour installer Visual Studio, la personne peut m'écrire à la fin. Je vais laisser mon email et également j'ai mon Twitter qui est disponible. Je pourrais m'envoyer un message et on pourra regarder ça ensemble. Et c'est justement aussi pour ça, pour pouvoir apporter une aide après ce code-là que j'ai demandé, que j'ai mis en place en fait l'enquête de satisfaction, le Google Form que j'ai envoyé. Donc voilà aussi une des raisons. Donc comme je disais, nous allons créer une application console tout simple avec Visual, avec C Sharp. Et pour ce faire, nous allons cliquer ici sur créer un nouveau projet. Donc, create a new project. Donc, lorsque je clique dessus, il va me demander le projet que je veux créer. OK? Il va me demander le projet que je veux créer. Et vous voyez ici qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire avec du .NET aujourd'hui. On peut même faire des projets avec des comment dire, avec des frameworks front qui sont déjà intégrés. Donc, nous voyons ici le cas avec du React, avec du React et du React. Et tout à l'heure, j'ai parlé des choses, des différentes saveurs du .NET et j'ai oublié de vous parler de Blazor. Blazor, en fait, c'est également un nouveau framework que Microsoft a mis en place pour pouvoir faire du SPA, pour pouvoir faire du Single Page Application, comme on ferait avec du React ou de l'Angular ou du Vue. On peut également faire aujourd'hui le front. Avant, les développeurs C# avaient l'habitude de faire le back en C# et le back en C# .NET et le front, soit avec du Angular, soit avec du Vue, soit avec du React. Mais aujourd'hui, on peut faire le tout en C#. On peut faire le tout en C# en faisant le front avec du Blazor. Donc, le Blazor, en fait, c'est l'équivalent, on va dire, Microsoft de Angular, de Vue ou bien de React. Donc, voilà. Et donc, moi, ici, il y a beaucoup de choix, il y a énormément de choix, mais je vais venir un peu, je vais dire que je veux faire une application console, ici, donc je vais choisir console. Et voilà, donc ici, j'ai deux possibilités. Faire du console pour du .NET Framework. Comme je vous disais tout à l'heure, le .NET Framework, c'est la première version en fait du .NET. Et donc, le .NET Framework est disponible seulement pour du Windows. OK? Seulement pour du Windows. C'est pour ça que vous voyez ici Windows. C# Windows et console. Donc, la nouvelle version maintenant qui est multiplateforme, qui est cross-plateforme, ça va tourner sur du Linux, sur du macOS, sur du Windows. Vous voyez? Donc, celle-là, elle est multiplateforme. Donc, on va choisir celle-là. On va cliquer dessus. Tout simplement, il va nous demander de donner un nom. Je vais dire C# Pro console. De C# Pro app, tout simplement. Je vais changer là où je le je vais aller dans mon project, je vais aller dans tel, j'ai un dossier de C# Tool, et je vais le mettre OK. Et je fais Next. Donc, il va me demander maintenant de choisir le framework que je veux utiliser. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, la nouvelle version, c'est le 5. Et on ne l'appelle plus .NET Core, on l'appelle .NET tout simplement. .NET 5, c'est la nouvelle version. OK? Et la version 5. Et je vais faire créer. Et donc là, il va me créer mon application.
console. Et voilà. Donc, j'ai là une application console qui est créée avec un petit Hello World qui est là. Et donc, normalement, si je rajoute console.readline à ce truc, comme ça, je peux lancer mon application pour voir ce que ça donne. Vous voyez ici, ça permet de compiler et de lancer l'appli en fait. Ce petit bouton permet de faire ça. Et donc, quand je clique dessus, bim, voilà. Donc, j'ai mon petit Hello World qui s'affiche juste là. Vous voyez? Le console pour readline que j'ai ajouté, c'est juste pour pouvoir maintenir la fenêtre. Vous voyez que c'est une application écran noir, hein, écran console. Euh, c'est juste pour pouvoir l'afficher. C'est juste pour pouvoir garder la fenêtre parce que lorsqu'on n'ajoute pas, parce que s'il n'a rien à lire à la fin, il va fermer automatiquement. Il va fermer automatiquement. Donc, il ne va pas rester. L'application, voilà, l'interface ne va pas rester. On ne pourra pas voir. Donc, c'est juste pour que vous puissiez voir que j'ai rajouté le readline pour que la fenêtre puisse rester. Donc là, si je clique sur Entrée, il va partir, il va s'arrêter. Voilà. Vous voyez? Donc là, j'ai fait tourner mon application, tout simplement. Donc maintenant, ce serait quand même intéressant d'aller regarder tout ce qu'il a créé comme dossier, même si on ne va pas tout parcourir, on va quand même voir tous les dossiers qu'il a créés, les choses qu'il a faites. Normalement, ici, quand on va dans Open Folder in File Explorer, il va nous ouvrir ce fameux dossier dans lequel on a tout ce qu'il a créé. C'est-à-dire, lorsqu'on a fait créer notre application, ce qu'il a créé, il est là. OK? Très bien. Programme.cs, il est là. OK? Donc, et donc je vais vous dire tout à l'heure à quoi sert une solution. Et donc, il a créé à 31. Donc, lorsque vous vous souvenez, si vous vous souvenez, nous avons créé une application .NET Core 3.1. Nous avons choisi .NET Core 3.1 lorsqu'il nous a demandé notre framework du .NET. Donc, il a créé ce fichier, ce dossier, pour pouvoir mettre les différents packages en fait, qui sont liés au .NET Framework qu'on a choisi. Ouais. Donc, nous avons une DLL ici qui va nous permettre donc du coup de pouvoir, qui va compacter tout ce qui sera écrit comme code. Donc, à chaque fois que nous allons nous allons tourner notre code, c'est ce qu'il va nous faire. Il va nous créer une nouvelle DLL avec tout ce qu'on a. C'est la librairie en fait qui rassemble tout ce qu'on a fait. Donc, les classes, tout ce qu'on a fait, et donc qui le transmettent, qui le compile, que l'application va utiliser. Okay. Donc, ici, c'est l'exé. Hein. Ici, c'est l'exé. Ce que nous avons ici, c'est l'exé de l'application. Okay. Ici, c'est l'exé. Donc, quand je clique dessus, c'est pareil, il va m'ouvrir aussi l'application de Hello World. Donc, voilà, il crée un exécutable. Vu que c'est une application console, il va créer l'exécutable. Ok, voilà les fichiers qui sont créés en gros, en grosso modo, vraiment rapidement, pour qu'on ne perde pas du temps et pour qu'on puisse faire le maximum. Donc, je parlais tout à l'heure d'une solution. En fait, la solution, c'est juste, on va dire, un dossier. Un dossier qui va contenir plusieurs projets. Vous voyez? Donc, ici, c'est un projet. Le C# App, ici, c'est un projet qui a été créé dans la solution qui porte le même nom.
Voilà. Donc, c'est juste un conteneur qui va contenir plusieurs projets. Vous voyez? Donc, ici, par exemple, je peux rajouter d'autres projets. Si je veux créer un projet de classe, je peux le faire. Si je veux créer un projet de test unitaire, je peux le faire. Donc, je peux créer plusieurs projets dans cette même solution. Voilà. Et pour terminer sur le dossier qu'on a parlé tout à l'heure, euh, juste une précision aussi. Ce qui est plus important, en fait, que dans notre application, un fichier, en fait, récapitulatif du projet. Ok. Les vrais, les vrais fichiers dans lesquels on va coder des classes, on va coder des fonctions, ce genre de choses-là. Normalement, il fait un TCCS projet, comme son nom l'indique, hein. C'est un fichier du projet. Donc ça, c'est le CS projet qui est là, le C# app.cs projet, c'est le fichier en fait récapitulatif du projet de C# app. Lorsque je vais créer un autre projet, un nouveau projet dans cette solution, il va me créer un nouveau fichier CS projet. Donc, ce qui est important en fait, pour que l'application puisse tourner, ce sont ces fichiers-là. Ce sont les fichiers CSPOS et les fichiers CS. Pardon. Donc, tout le reste est généré lorsqu'on compile. Donc, une application, je peux supprimer tout ce qui est bin, obj, tout ça. Et même la solution, je peux le supprimer et le recréer à la compilation en fait de l'appli. Donc, les fichiers qui sont importants, c'est les fichiers CSPOS et les fichiers CS. Donc voilà, c'était juste pour un complément d'information par rapport au fichier. Ok, donc ici, nous sommes dans notre projet et nous voyons bien le projet, le programme.cs qui s'affiche ici, donc à l'écran. Là. Ok, c'est là que tout se passe. Et qu'est-ce que je voulais? Les dependencies, en fait, c'est les dépendances du projet. Donc, il utilise de packages pour pouvoir faire tourner les applis. Donc, ici, donc, encore une fois, le framework qu'on a choisi, le .NET Core, donc, il va intégrer ici beaucoup de packages, en fait, beaucoup de packages qui vont permettre à l'application de pouvoir tourner. Donc, les dépendances qui sont là servent à ça. Et pour coder, donc, je disais tout à l'heure, c'est dans le fichier ici, programme.cs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, je ne sais pas moi. Euh, je suis en cours d'idée là. On va, on va additionner deux variables. On va additionner deux variables. Comment est-ce que j'additionne deux variables? Je peux faire par exemple euh, console per writeLine. Lui, il va m'écrire des lignes, d'accord, dans mon console. Donc, console per writeLine. Donc, je fais par exemple ce programme additionne deux nombres. OK? Ce programme additionne deux nombres. Je vais à la ligne, je fais, supposons encore un console.writeLine pour pouvoir récupérer, pour pouvoir demander la saisie à l'utilisateur. OK. Donc, je fais console.writeLine, simplement premier nombre. OK? Premier nombre. Alors, tac. Donc, pour pouvoir lire, en fait, pour pouvoir lire ce nombre que l'utilisateur va taper, il faut que je l'enregistre dans une variable. Donc, comment ça se passe? Je fais juste tac, 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 tac. Comment je peux faire ça? Bah, il va le récupérer en tant que chaîne de caractères. C'est après que je le convertis. Donc, je fais string first, je l'appelle first number. Par exemple, first number égale donc pour pouvoir lire ce que l'utilisateur a écrit, c'est console.readline. D'accord? Tac, tac. Là, il va me récupérer ce qu'il a saisi. Donc, je pose la même question, je fais du copier-coller ici pour la deuxième. Je fais deuxième nombre, ok, tout simplement ici.
tac, 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 voilà. Il va me faire ça. Et donc, je vais lire également le deuxième, qui va s'appeler donc send number. Donc, en général, lorsque tu as des erreurs dans ton code, il va te mettre ce petit trait-là ondulé rouge pour te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, il me dit que, bah, il y a quelque chose qui s'appelle déjà la force moteur. Oui. Donc, Visual Studio, il est très, très, très bien pour pouvoir détecter les erreurs, tout ça. L'intelligence est au top. Donc, ici, je vais l'appeler second number. Et donc, vous voyez que vous savez quoi? On va dire, comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Euh, je peux faire donc ici int.parse, ok? Int.parse. Int.parse, en fait, il va me parser la valeur. C'est-à-dire ce il a lu, il va me le parser je fais des bêtises là. Il va me le parser en nombre, ok? Je fais des bêtises. Là, il a lu, ok? Il a lu, voilà. Et maintenant, euh, je vais le, je vais le récupérer. Je vais faire var first, tout simplement. Je vais l'appeler first. Attention, hein, je fais rien de structuré ici. Je n'utilise pas des design patterns. Je fais pas, en fait, c'est pas du code structuré. Hein, c'est pas du code qu'on va faire. C'est pas comme ça qu'on va coder en production. Vous imaginez bien. Donc c'est juste pour vous montrer les bases du langage C#. Et voilà. Donc il n'y a rien d'assez structuré ici, quoi. Donc comme je vous l'ai dit, rien de préparé. Je le fais vraiment au fil. Donc j'avance comme ça en fait. Donc là, je vais lui dire que je vais lui dire de partir. Donc je fais int.parse de ce que j'ai lu. C'est-à-dire, ok. Donc là, il va me récupérer ce truc-là. Donc il va me le convertir en nombre. Ok. Je fais pareil pour et ici le var, le var en fait c'est quelque chose de général. Où je suis pas obligé, c'est l'implicite, c'est l'implicite typing dont je vous parlais tout à l'heure. Pour pouvoir typer en fait les variables de manière implicite. Lui, il sait que c'est un int. Vous voyez, lorsque je mets la souris, il me dit que c'est un système, c'est un int. Lui, il sait que c'est un int. Même si je mets var, il sait que c'est un int. Vous voyez. Donc par exemple ici, quand j'ai mis string, le string représente les chaînes de caractères. Donc ce que l'utilisateur va taper, c'est une chaîne de caractères. C'est un string. OK? Mais ici, même ici, je peux mettre var. Lui, il saura que c'est un string. Lui-même, il sait aller chercher le type automatiquement. Ah, demander de zoomer dans l'éditeur. OK. Vous voyez mieux? Là, c'est bien ou pas? Donc, si vous ne voyez pas, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas à dire pour que je vous, voilà, que je vous montre. OK, parfait. Voilà, donc je disais, je sais pas si vous voyez mieux, bah, je peux encore zoomer un peu. OK, donc je disais tout à l'heure que ici, lui, il sait aller chercher le type. Ce que l'utilisateur met, c'est un string, il va aller chercher le type. Même si je mets var, il sait implicitement, en fait, ici c'est implicite. Le type n'est pas clair, le type n'est pas explicite. C'est pas comme si je mettais string ici, quoi. Si je mets string ici, là, le type, il est explicite. Mais on peut également faire de l'implicit typing. Le type peut être implicite. C'est comme en JavaScript, où on met let ou var. Bon, il n'y a plus var, mais il n'y a plus trop var maintenant, c'est let. Hein. Bon, on peut faire les deux pour le scope, le scoping et tout ça. Mais voilà, c'est la même chose. On peut faire du var. Ici, lui-même, il sait. Mais je dis que c'est comme du JavaScript, mais c'est pas vraiment comme du JavaScript. En fait, c'est pas
qu'il n'y a pas de type, hein. Il y a vraiment un type. Vous voyez, ici, quand je pointe la souris, il ne me met pas var, il me met string. Donc, il sait très bien que c'est un string. C'est-à-dire, si je veux affecter un nombre à ce truc, plus tard, il va me dire non, 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 bon, c'est un string en fait. Tu ne peux pas mettre un nombre. Si je fais par exemple first number, bah, bon exemple, supposons que je passe, donc le first number que je passe, supposons que je le mets encore dans le first number qui est là. Il va me dire non, c'est pas possible. Vous voyez? Donc là, il m'a souligné, il m'a dit quoi? Il me dit quoi? Il me dit cannot implicitly convert int to string. Donc, il sait très bien que le first number que j'ai en parenthèse ici, c'est un string. Et il sait que je ne peux pas, lorsqu'il va convertir, ce sera un int. Il sait qu'il ne peut pas mettre le int dans le string qui est là, parce que c'est un string. Donc, c'est pour ça qu'il me dit ça. Vous voyez, donc, et le type existe bel et bien. C'est juste que pour aller vite, souvent, on va mettre var partout, mais il sait très bien que c'est un string, il sait très bien le type que c'est, quoi, en fait. Voilà, donc ici, je reviens à ce que j'avais avant. Tac, tac. Voilà, j'ai ça. Donc, premier nombre, je le lis, ok? Je le lis ici. Ah, pourquoi il me souligne ça? Il me dit quoi? Il me dit. Ah, il y a égal ici. Ok. Donc, il me lit le premier nombre, le deuxième nombre. Je le lis aussi. Donc, je vais le partir aussi, pareil, comme ici. Tac, je le parse. Tac, tac. Pom. Et je l'appelle scan, ok? Ok, et donc maintenant, je vais dire, je vais faire un console write line pour afficher le résultat. Je vais faire, donc, je vais faire copier-coller encore. Console.writeLine qui est ici, je vais le copier. Tac, je vais dire, tac, et je vais dire résultat. Ok, résultat. Deux points. Je peux rajouter, donc le résultat, donc ça va être first plus first. Je vais le mettre entre parenthèses. Tac, first plus second. Voilà. Donc, je laisse le console.readline pour qu'on puisse lire le résultat. Donc, voilà notre premier programme. J'enregistre tout ça et je compile. C'est parti. Bim. Donc, il m'affiche là, bien, mon, mon programme qui s'ouvre. Ce programme additionne deux nombres. J'ai fait une erreur ici. C'est pas grave. Premier nombre, donc je mets 18. Tac. Deuxième nombre, je mets donc 10. Tac. Donc, il me donne le résultat qui est faux. C'est beau. Il me donne 36. Aucune idée du pourquoi. Je vais d'abord prendre mon result. Je vais modifier. Hein. J'arrête. Je mets mon result ici. Qui est donc. Je vais mettre le result dans un, dans une variable ici. OK. Et je vais lui dire result ici. Et je vais ajouter le string. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais repartir. Il est là. Donc 18. Je vais mettre 10. Waouh. Je sais pas ce qu'il a. Non, non, je sais pas ce qu'il a. Attends, je vais mettre là. Donc c'est pas ça le souci. Je vais arrêter encore.
Allez, je vais faire ça. Je vais juste donc revenir à ce que j'avais. Tac, 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 tac. Ok. Ok. Je sais pas si il fait une erreur dans le parse, mais je vais d'abord afficher les deux nombres que j'ai, c'est-à-dire je vais afficher d'abord. Euh, je vais faire console.writeLine ici. Pour m'afficher euh, les deux nombres. Hum, 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 hum. Hum, hum. Non, vous savez quoi? On va débugger. Comme ça, je vous montre en même temps le débugage aussi, comment on débug une application C Sharp. Donc ici, j'ai mis un point d'arrêt. Le point d'arrêt donc va me permettre de débugger. Il va me permettre de parcourir chaque ligne ici pour savoir exactement ce qu'il fait. OK? Donc je relance. Donc il a bien lancé. Vous voyez, il s'est arrêté ici. Parce que voilà, il n'a pas encore continué. Donc, je débug pour passer d'une instruction à une autre, c'est F10, mais ça se configure, hein, ça se configure, mais de base c'est F10. Donc, quand je clique dessus, voilà, il a exécuté ça, il est venu à la deuxième. Attendez, je vais réduire cette fenêtre, comme ça vous allez voir en live comment il se comporte. Je vais réduire un peu cette fenêtre. Normalement, vous devez pouvoir continuer de voir. Et je vais donc relancer. Tac. Et je vais mettre la console à côté pour que vous puissiez voir ce qui se passe dedans. Tac, tac, tac. Voilà. Je vais grossir encore un peu. Placer encore un peu. Voilà. Ok. Donc, lorsque je suis à la première instruction, donc il n'y a rien dans ma console parce qu'il n'a pas encore exécuté. Même la première instruction, il n'a pas encore exécuté. Donc, quand je fais F10, quand je fais F10, il me passe à la seconde ligne. Donc, il a exécuté ça. Donc, le Hello World, il apparaît là. Donc, je continue. Voilà. Il a encore fait la deuxième ligne. Il apparaît là. Il me demande de saisir un premier nombre. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais taper le premier nombre. Donc, 18. Tac. 18. Attendez. Je ne suis pas au bon endroit. Je suis là. 18. Attendez. Mon clavier. Ah, j'ai tout perdu là. Allez, allez, allez. Alors, il écrivait en fait, mais 18, ok. Je fais entrer. Donc, il me demande le deuxième nombre. Mais c'est pas ce que je voulais. Je voulais qu'il me débug. Allez, je reprends le débugage. Oui, pardon? Je peux intervenir? Je n'entends pas bien. Est-ce que je peux intervenir? Je crois que j'ai ce qui fait le problème à l'addition. Pardon? Je n'entends pas bien en fait. Le problème au Oui, niveau de ton addition, oui. Au niveau de ton var second pour le int parse, là où tu as voulu convertir oui. la deuxième Ah entrée. oui, j'ai fait. Ah oui, 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 pardon. Ah oui, je vois. Merci. En fait, c'est ça le problème du copier-coller. Désolé, désolé, désolé. Donc ici, erreur, c'est le second number, bien sûr. Désolé, hein, désolé.
Merci beaucoup. Donc, voilà, quand je fais continue, en fait, il me fait, il me fait donc voilà, donc quand j'additionne les deux, bon, j'ai bien le résultat et quand je fais ça, il quitte l'application. Je vais continuer le débogage pour vous montrer juste comment, donc comme je disais, comment ça se passe au niveau du débogage d'une application. Donc ici, il est au premier, à la première instruction, donc F10 en fait pour passer à la deuxième instruction. Et vous voyez dans la console, il le fait à chaque fois il exécute une instruction, le programme continue. Donc là, il me demande de lire le premier nombre. Là, je change, je mets 14 et je fais entrer. Voilà, il passe maintenant à l'instruction d'après où il va passer. Et quand je fais F10, je vois bien que le fait il est égal à 14. Vous voyez, le fait il est égal à 14, c'est bien 14 qu'il a écrit. Et vous voyez ici, quand je lis en forme de string. C'est pour ça qu'il y a les double quotes entourés, les double quotes qui entourent le 14. Et maintenant, quand je passe, il est à 14. Donc, je continue. Donc, il va me demander le deuxième nombre. Donc, je saisis, je vais mettre 12. Et donc, lorsque je fais entrer sur mon clavier, je passe. Il n'a pas encore converti. Donc, c'est pour ça qu'il est égal à 0. 0, c'est la valeur de base des entiers. Donc, il n'a pas encore converti, mais ici, il est déjà égal à 12, en forme de string. Donc, en forme de chaîne de caractères. Donc, je continue, F10, donc j'ai 12, et là, il va m'additionner le résultat, voilà, et il va m'afficher le résultat. Donc, s'il y a une erreur dans un code, on peut débugger ligne par ligne dans Visual Studio pour savoir où exactement se trouve le problème et pouvoir donc débugger, trouver la solution. Donc, il suffit de mettre un point d'arrêt. On peut en mettre plusieurs, hein. On peut en mettre plusieurs, des points d'arrêt, et pas seulement un seul, on peut en mettre plusieurs, et donc lire le code. Et vous voyez, par exemple, ici, j'ai mis un point d'arrêt au début et à la fin. Donc, on peut en mettre vraiment, vraiment partout, là où on veut s'arrêter. Et lorsqu'on arrive à un point d'arrêt, lorsqu'on fait continuer, en fait, il va au prochain point d'arrêt. Voyez. Et s'il n'y a pas de point d'arrêt, donc il va exécuter tout le code. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe pour débugger une application. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre ici tac, tac, tac. Bah, je vais déjà arrêter ça. Je vais créer un autre fichier. Je vais créer un autre fichier CS. Ok. Je vais faire un autre fichier CS. Je vais l'appeler, je sais pas moi, je vais l'appeler add. Add. Comment je peux l'appeler ce truc? Je sais pas. Je vais l'appeler fonction, peut-être quelque chose de générique. Fonction, ça. Donc, .cs. Normalement, on peut là, je crée mon fichier en fait avec une extension que j'ai installée. Mais sinon, pour créer un fichier, je vais dans le projet, je clique, je fais un clic droit sur le projet, je vais dans Add. Je peux ajouter un new item. OK? Si je sais ce que je vais ajouter, c'est une classe, bah, je peux directement ajouter une classe. Il a disparu. Tac, 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 add. Donc, new class. Donc, il va me créer une classe. Je l'appelle function, comme j'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de functions. Je n'ai pas besoin de préciser l'extension .ts. Il sait que c'est une classe que je veux créer. Les classes ont pour extension .ts. Donc, il sait que c'est une classe que je veux créer. Je n'ai pas besoin de le préciser. Je fais add et il va me créer function.ts. OK? Donc, il me crée la fonction. Il est là. Donc, je peux dire que cette classe, elle est statique pour ne pas créer, comment dire, pour ne pas faire new, quoi, pour ne pas créer
Comment ça s'appelle? Des objets de cette classe. Cette classe ne sera pas instantiable pour créer des objets, en fait. C'est juste une classe, voilà, où j'ai pas besoin de créer des objets pour pouvoir utiliser les méthodes qui sont dedans. Donc, je peux faire une méthode, donc une fonction qui est publique. La classe même, elle doit être publique pour que je puisse l'accéder, pour que je puisse avoir accès de l'autre côté. Public, je fais int, par exemple, add, ou je fais int, euh, number, donc je fais juste int a, int b. Donc je vais créer ici une fonction qui va m'additionner le nombre que je vais appeler là où on a fait. Donc là où on a fait là où on fait le calcul. Donc je fais return, donc ce qui va me retourner. Donc je dis ici int, c'est le type de retour de ma fonction. Ok, c'est le type de retour de ma méthode. Donc add c'est le nom et a et b ce sont les paramètres qui sont des int, qui sont des entiers. Donc je dis qu'il est public parce que j'aurais besoin d'avoir accès de l'autre côté. Je peux le faire private, machin, tout, mais si je le fais private, je ne peux pas avoir accès de l'autre côté. Donc ici, je retourne juste A plus B. Je retourne A plus B. Comme ma classe, elle est statique, donc ici, il faut que je rajoute statique. Voilà. Donc public statique, ou bien je peux, mais en fait, toutes les méthodes qui sont dans une classe statique doivent être aussi statiques. Toutes les méthodes d'une classe statique doivent être statiques. Euh, on peut avoir des méthodes statiques comme ça dans une classe qui est non statique. Ça veut dire que ici, je peux enlever ça. Il ne va pas créer. Parce que même si la classe elle est non statique, je peux ajouter des méthodes qui sont statiques. Donc, A plus B, OK, j'enregistre tout ça. Et donc, dans mon programme .cs maintenant, dans mon programme .cs, ici, je peux utiliser directement la fonction que j'ai créée qui s'appelle add du coup. Donc ma fonction elle s'appelle fonction. Vous voyez, donc il le trouve, ma classe, je veux dire, fonction. Donc si je fais point, il va me proposer toutes les méthodes qui sont dans cette classe-là. Donc on a bien notre méthode add qui est là. Et je mets les deux nombres que je vais additionner. Donc first et second. OK. Donc, voilà. J'ai ma fonction que j'utilise là. Et c'est juste pour vous montrer comment on peut créer une méthode dans une classe et l'appeler dans une autre classe, hein. C'est juste pour vous montrer ça. Et lorsque je compile, je ramène ma fenêtre là. Je n'ai pas enlevé le point d'arrêt. Donc, il s'est encore arrêté au même endroit. Mais là, je vais l'enlever et je fais continue. Donc, voilà, il me demande le premier machin. Le premier nombre, je fais donc 12. Deuxième nombre, 10. Et j'ai le même programme fonctionne toujours bien. Donc, ça veut dire que ma fonction, elle fonctionne bien. OK. Euh, donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sur ce tout premier exemple? Euh, Ici, vous remarquez que quand je fais premier nombre, il passe à la ligne pour me demander le nombre. Je peux également demander le nombre sur la même ligne. Il suffit de remplacer ici le console point .writeLine par console.write tout court. Il me semble que c'est ça. Ouais, donc, j'avais d'abord la compilation, je change. Et là, il va me demander sur la même ligne. OK. Tac, tac. Juste pour vous montrer ça. Et après, je pense qu'on va passer à la suite. Vous voyez, donc là, ce qui se passe,
Voilà, c'est que, vous voyez, là, j'ai le curseur sur la même ligne que le premier nombre. OK? 23, deuxième nombre, 24. Vous voyez, c'est sur la même ligne. Et quand je fais, j'ai le résultat 47. OK. OK, cool. Donc, ça, c'est le premier exemple. Je sais pas. Attendez, je regarde juste le programme. Ouais, le temps, il est, il avance très, 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 très vite. Le temps. Ok, donc voilà le premier cas pratique. Bon, créer un programme très 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 basique avec du .NET. Euh, Après, on peut faire d'autres choses, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, en fait, on peut pas. Voilà, mais sinon, voilà, comme ça, comment ça se passe, on va dire. Le main, en fait, le main, je n'en ai pas parlé, mais ici, le main, c'est le point d'entrée. C'est le point d'entrée de ton appli. Ton appli console, son point d'entrée, c'est le même. Il va se lancer, il va aller directement dans ce mail-là et exécuter le code qui attend. Ça aussi, c'est paramétrable. Si tu veux paramétrer une autre partie, une autre fonction pour que ce soit ton point d'entrée, tu peux également le faire. On n'a pas le temps de le faire, mais c'est possible de programmer une autre partie, une autre méthode, pardon, comme point d'entrée de ton appli. Mais lorsqu'on ne programme pas par défaut, c'est le même qui est le point d'entrée. Donc c'est pour ça que notre application commence d'abord par rentrer dans programme.cs et exécuter le main. Voilà. Donc, nous voilà arrivés maintenant à la deuxième partie des questions-réponses. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions sur ce qu'on vient de faire. Quelqu'un veut demander quelque chose, l'éclaircissement sur quelque chose, n'hésitez pas. Pas de questions, mais j'aimerais quand même savoir comment ça se passe. Comment ça se passe? Est-ce que est-ce que ça va bien? Comment ça se passe? Comment, déjà, quelle est votre impression sur cette première partie que nous avons faite? Est-ce que vous Bonsoir. pouvez juste donner votre avis ou si vous voulez écrire quelque chose dans le serveur général, n'hésitez pas. Oui, bonsoir. Je veux Oui, savoir bonsoir. combien de temps ça va durer. S'il y a une autre partie, Pardon? c'est-à-dire si après section, on aura encore une Oui. autre. Oui, on peut programmer d'autres sessions. Maintenant, ça va dépendre de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez. C'est pour ça aussi qu'il y a encore une fois le formulaire d'enquête de satisfaction pour qu'on Ah, sache voilà comment ça s'est passé à votre niveau, ce que vous ok. avez pensé et si vous désirez d'autres choses, Ah, vous pouvez faire parvenir cela quoi par le formulaire. ok, merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai suivi et j'ai beaucoup aimé. Moi, je suis mis au C-Sharp. Ça fait déjà quelques mois. Et puis bon, euh, j'ai appris beaucoup de choses dans, dans, dans ces petites heures. Mais j'aimerais Super. poser une question, mais je ne sais pas si c'est trop avancé par rapport à ce qu'on a déjà fait, ou bien je peux lancer, Toutes, je peux balancer. toutes les questions sont les bienvenues, hein. Ah, ok, merci beaucoup. J'aimerais savoir si vous optez pour le WPF ou bien le WinForm, parce que je suis arrivé à là, mais je n'arrive pas à faire un choix concret. Moi, je dirais WPF parce que le WPF c'est plus récent. C'est plus récent parce que aussi ce qu'il faut savoir c'est que le WPF et le WinForm hein, ne tournent que sur du Windows. On est bien d'accord. Ok, ok. Ils ne Oui, tournent on est que sur du désolé. Windows. Tu peux pas faire tourner le WPF sur du Linux ou bien sur du Hmm, Mac. Le WPF c'est vraiment Windows.
pareil que le WinForm. Mais le WinForm, on va dire, c'est, 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 euh, c'est le parent, quoi. On va dire, c'est le père, en fait, du WPF. WPF, c'est la version la plus récente. C'est la technologie la plus récente. Donc, moi, je te dirais WPF parce que c'est plus récent. Ok, merci beaucoup. De rien. J'ai encore une autre question, mais Oui, elle est non, plus générale. Elle est plus allez-y, générale. allez-y. Ok. Euh, J'aimerais savoir comment un développeur peut savoir qu'il est bon, bien que ça il est arrivé à un bon niveau. Ça, c'est une question très générale, hein. Moi, je Ouais, dirais que on ne peut pas, on peut pas vraiment dire, on peut pas vraiment dire qu'on est arrivé à un, on peut pas définir comme ça son niveau. Comment est-ce que moi je définis mon niveau sur un langage ou bien sur une techno particulière? Comment est-ce que je le définis? Je peux partager ça avec vous. J'essaie de faire un projet. J'essaie de faire un projet de bout en bout, c'est-à-dire, voilà, définir une architecture, connexion à base de données, afficher des trucs, et voilà, une application CRUD, comme on dit, Create, Read, Update, Delete, de manière oui, classique, pour voir si j'arrive à le faire. C'est-à-dire, sans suivre un tutoriel, hein, sans suivre un tutoriel. J'ai suivi des oui, tutoriels, bien sûr. c'est-à-dire, au début, je suis des tutoriels pour savoir comment on fait une connexion à une base de données, comment on fait, on ajoute dans une base de données, dans une table, comment est-ce on récupère les données, comment est-ce qu'on vérifie les données. Bon, les tutos ou bien les cours en ligne me permettent d'avoir cette, Oui, cette information ou bien ces connaissances. Maintenant, je regroupe tout ça ensemble. Il faut que tout ça puisse marcher ensemble. Moi, je considère que lorsque tu apprends quelque chose et que tu les apprends de manière séparée, tu ne les connais pas vraiment. C'est à partir du moment où tu mets tout ensemble pour faire quelque chose d'ensemble, c'est là que tu peux dire que tu peux le faire. Mais sans ça, c'est compliqué à dire en fait. Tu sais des choses de manière théorique, mais tu ne le sais pas vraiment. Donc, c'est de faire une application CRUD classique, ok. normale, et voir si tu arrives voilà, à le faire. Là, tu peux dire que tu connais une partie. Maintenant, on ne peut pas tout connaître. Il faut toujours apprendre. Il y a toujours on va dire, comment dire ça, des parties, Suivant. des topics, ouais, des sujets qu'on ne maîtrise pas et qu'il faut toujours continuer à apprendre. Par exemple, tu peux faire une application qui est complètement synchrone, ok? Parce que tu ne Ok. connais pas la synchrone. Donc, la synchrone, c'est pas basique. C'est un level un peu avancé. On peut dire ça. Mhm. Donc, lorsque tu vas apprendre, donc, bien que tu aies un niveau assez correct, tu connais pas la synchrone, par exemple. Donc, tu vas apprendre le niveau, tu vas apprendre la synchrone pour augmenter un peu ton niveau. Lorsque tu connais la base, ce que tu fais par la suite, c'est apprendre topic par topic, sujet par sujet, en fait. Ok, Et merci beaucoup. c'est comme ça que tu évolues, en fait. Je ne sais pas Merci si beaucoup. j'ai répondu à ta Oui, question. merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est compris. Ok, Merci ok, encore une super. fois. S'il Bah, vous de plaît, au rien. niveau de la déclaration des variables en C-Sharp, j'aimerais Oui. savoir si il y a une différence. Je ne sais pas si c'est au niveau de la compilation ou bien au niveau du code même. Par, on fait une déclaration de var par var ou Oui, bien on fait une déclaration par le type même, c'est-à-dire on fait oui, les int, string et autres. J'aimerais oui. savoir l'impact que ça a sur le code. Il n'y a pas de différence. Il n'y Il a n'y a pas aucune de différence. différence. En fait, il n'y a pas de différence au niveau. La différence, c'est juste au niveau de la lecture du code. OK? C'est au niveau de la simplicité du code. Quand on utilise var, c'est beaucoup plus simple. Imagine que je dois définir là, c'est parce qu'on prend des types qui sont simples, hein. Sinon, il y a des types qui sont longs, hein, des dictionnaires, des listes, des machins, tout ça. Ou voilà, c'est beaucoup plus long à définir. Parce que le type est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus long dans l'écriture. Mais, comme je disais tout à l'heure, le programme, il sait très bien que tu es en train de définir un string. Même si tu mets 20, il sait très bien que tu parles d'un string. Lorsque tu mets la souris dessus, Ah, ok. il ne t'écrit pas var first number, il t'écrit string. Parce qu'il sait très bien que c'est un string que tu définis.
en fait, parce que le console.readline, c'est un string. Donc, il sait très bien que ça, c'est un string. Et j'ai fait l'exemple au tout début, avant de commencer, d'avancer. Lorsque j'essaye d'affecter un int à ce first number, il va me faire une erreur. Parce qu'il sait très bien que ça, c'est un string. Et on ne peut pas mettre un int dedans. Donc, ce n'est pas au niveau de la compilation, mais c'est au niveau de la lecture du code directement. En fait. Il sait très bien déjà, le code, il sait très bien ce que tu fais. Ok, merci beaucoup. De rien. De rien. Voilà, donc on va avancer. Et avant de quitter, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il y a d'autres questions. Non, on peut avancer. Ok. Ok, ça marche. Donc, dernière chose qu'on va faire sur cet exemple, on va passer à un autre exemple. On va essayer de faire, on va essayer de tester notre appli, tout simplement. On va essayer de tester. On va essayer de faire un projet unitaire pour cette appli. Donc, pour faire un nouveau projet, je fais le clic droit sur la solution. OK? Solution, nouveau projet, add. Add, new project. OK? Je clique sur new project. Il va, comme on a vu tout à l'heure, hein, il va me demander ce que je veux. Il y a beaucoup de paquets, comment je peux dire ça? Beaucoup de frameworks, voilà, beaucoup de frameworks de tests qui sont disponibles dans .NET. Donc, il y a MS-Test. MS-Test, c'est l'outil natif de Microsoft pour gérer les tests unitaires. OK? Il y a NUnit, il y a XUnit. C'est les trois plus gros. OK? C'est MS-Test, NUnit et XUnit. NUnit et XUnit sont des test packages. En fait, c'est comment dire ça? Ce sont des frameworks, en fait, des outils de test qui sont développés par d'autres personnes, pas par Microsoft. Le produit de Microsoft, c'est MS-Test. Voyez? Donc, on va faire avec MS-Test tout simplement. Donc, je choisis ça et je fais Nest. Je peux dupliquer ou bien je clique et je fais Nest. Il va me demander le test, le nom du test, le nom du projet de test. Je vais dire, comment est-ce qu'on a appelé notre appli? Je vais dire, comment est-ce qu'on a appelé notre appli? On a dit des T-Sharp Tour, il me semble. Je peux donner notre nom. Hein. Je ne suis pas obligé de donner le même nom. Donc, je peux dire des C-Sharp Tour app dot point test, comme ça. Donc, ici, je vais mettre donc, le projet de test. OK? Il va dans le projet dev de C-Sharp Tour, c'est parfait. Nest. Toujours .NET Core 3.1, je fais create. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a créé un projet de test, vous voyez, de C#2 app.test. Et comme je vous disais tout à l'heure, lorsque j'ai créé un nouveau projet là, ça c'est un nouveau projet de test. Ce qui va se passer, c'est que dans le fichier, il va me créer vous voyez, il va créer un nouveau dossier pour le projet que je viens de créer. Et quand je vais rentrer dedans, il y a un nouveau CS Proche dedans. Donc, chaque projet créé a son fichier de projet qui va le permettre de le gérer, en fait. Le unit-test1.cs qu'il a créé, ça, c'est un fichier test de base qu'il crée, en fait. Donc, quelque chose de générique qu'il crée. Okay. Donc, lorsque je rentre, j'ai bien le unit1.test machin qu'il a créé. Voyez. Donc, quand je clique dessus, il m'ouvre la petite fenêtre ici qui me montre le test. OK? Donc, on va essayer de tester notre appli. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer ce unit test. Attends, je ne vais pas le supprimer. Je peux le supprimer. Je le supprime. Et je vais créer un nouveau pour vous-même. Je vais créer un nouveau. Donc, je peux dire, là, tac, add. J'ajoute une nouvelle classe. Les tests, c'est des classes. Hein. C'est des classes comme toute autre classe. .cs.
Donc, je vais l'appeler add méthode, ok? Point test. Add méthode test. Je vais l'appeler add méthode test.ts. Donc, c'est pour dire que je veux tester la méthode de test. Je vais tester la méthode add, la méthode qui fait l'ajout. C'est cette méthode que je vais tester. Je fais ajouter et pour dire au framework, pour dire au .NET que s'il s'agit d'une classe de test, il faut le décorer, il faut mettre un attribut test class. Pourquoi il me le souligne? Il me le souligne parce que test class, il fait partie d'une librairie. Il fait partie d'un framework, donc le framework MS Test, ok, qu'il faut ajouter pour qu'il puisse reconnaître cet attribut que je rajoute à la classe. Donc, vous voyez, ce qui est bien dans Visual Studio, c'est qu'il t'affiche des petites actions comme ça. Vous voyez ici l'ampoule qui est là. Ce qu'il dit, c'est qu'il dit que le titre pour le D6, classe attribut, il ne le connaît pas. Est-ce que tu as oublié de rajouter une assemblée? Est-ce que tu as oublié de rajouter un framework pour qu'il puisse connaître? Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc là, lui-même, il te propose, en fait, lui-même, il te propose ce qu'il faut rajouter. Donc, vous voyez ici, il me dit de rajouter un using Visual Studio Test Tool Unit Testing. Et donc, quand je vais cliquer dessus, il va me le rajouter ici. Le using, en fait, permet, c'est comme un JavaScript, vous faites quoi? Des imports, machin, lorsque vous voulez importer des librairies. Il me semble que c'est ça. Hein. C'est la même chose. C'est l'équivalent, en fait, en C#. Using, tu fais un using de ce que tu veux et il te l'ajoute, en fait, dans ton projet. Donc, je viens d'ajouter la plateforme, le framework, pardon, l'outil de test. Et vous voyez ici, c'est grisé. C'est grisé parce que il ne les utilise pas encore. Donc, je peux les enlever. Ce n'est pas important pour le moment. Peut-être qu'on en aura besoin et il va l'importer après. Mais je l'ai enlevé. Et du coup, maintenant, je vais créer une méthode. Donc, pareil, public. Je vais l'appeler comme ça. Je vais l'appeler comment? Add. OK. Add. Ouais, je vais l'appeler comme ça. Tac. Non, juste add. Pas add méthode test. Juste add comme ça. Public int. C'est un int. Hein. Puisqu'il retourne un int. Add. Je fais ça. Tac, tac. Et je le dis en fait que c'est également, puisque nous sommes dans une classe de test, je vais lui dire également que c'est une méthode de test. C'est pas une méthode classique normale, mais c'est une méthode de test. Donc, je rajoute test méthode ici pour pouvoir dire que c'est une méthode de test. Mais les méthodes de test, il faut, comment je peux vous expliquer ça? Il faut mieux les renommer. Il faut mieux les renommer. Je vais écrire ici add méthode. Bon, c'est comme ça que moi j'ai l'habitude de le faire pour que la méthode soit bien explicite. Add méthode should add two numbers. OK. Donc je l'appelle comme ça. Deux secondes. Tac, tac. Tac. Voilà, je l'appelle comme ça pour que ça soit bien. En lisant le code, bah, on sait un peu ce qui se passe, quoi, en fait, dans le code. Pourquoi je mets int void? Une méthode de test ne retourne rien. Une méthode de test ne retourne rien. Donc, on teste une méthode, on teste quelque chose, mais on ne retourne rien. Donc, ici, c'est void. Void, c'est pour dire que je ne veux rien retourner.
OK? Donc, ici, je fais un exemple. Je dis, par exemple, qu'est-ce que je peux dire? Je int, first, je peux l'appeler autrement. Int first, je dis qu'il est égal à 10. OK? Je fais int second, OK? Égal à 23. OK? Donc, normalement, si j'appelle ma fonction add que j'ai créée, si je l'appelle sur avec ces valeurs-là, il doit me retrouver 33. C'est ça le but de mon test. Le but de mon test, c'est s'il n'est pas 33, c'est que mon add ne fonctionne pas bien. OK? Donc, comment ça se passe? Je vais faire assert donc A equal donc la valeur que j'espère c'est quoi? C'est 33 et ce que j'ai actuellement que j'ai par ma fonction c'est quoi? C'est function OK functions comment je l'ai appelé? Ouais, il faut que je fasse donc il faut que je jette celui-là, je peux contrôle tac je dois importer ma fonction. La fonction, il est où? Il est là. Je dois l'importer en fait lui aussi dans le programme de test parce que vous voyez que c'est deux projets différents. Donc les projets ils ne sont pas imbriqués automatiquement. Donc je dois venir ici. C'est pour ça que lorsque je suis dans mon test, il connaît pas functions, alors que functions il est bien là, il est ici. OK? Il ne le connaît pas parce que le test, il connaît rien. Le projet de test ne connaît rien de ce projet-là. OK? Donc, je dois aller dans mon projet de test et ajouter maintenant une dépendance. Je vais ajouter une référence au projet dont j'ai besoin. Le premier projet. C# App, j'ajoute une dépendance, une référence à ce projet-là. Pour lui dire, toi, référence ce projet-là et tout ce qui est dans ce projet qui est public, toi, il faut que tu puisses le reconnaître, il faut que tu puisses le retrouver. Donc, ça sert à ça. Donc, je fais OK. Donc, il m'a référencé ce projet. Vous voyez que ici, lorsque je vais dans le CSproj, je vois bien que projet de référence, il m'a bien inclus les C# Tools maintenant dans le projet de test. On est bien dans le projet de test, dans le CSproj du projet de test. Et donc, il m'a ajouté donc ce projet-là dans le projet de test. Donc, maintenant, le projet de test sait ce que c'est que le C# App. Donc, il va pouvoir regarder dedans et voir les choses qui sont publiques. Donc, quand je vais revenir dans mon méthode de test, vous voyez, là, il apparaît en vert. Parce que maintenant, il le connaît. Il le connaît. Maintenant, si je fais point, pardon, je n'ai pas fait le point au bon endroit. Ici, point add comme ça. Donc là, il me connaît mon add, en fait. Il me le connaît. Parce que là, il sait qu'il doit aller chercher dans le projet que j'ai référencé. Donc maintenant, je passe les deux valeurs, first et second. OK. Donc, j'ai first. Tac, tac. J'ai second. Tac. OK. Voilà. Donc, mon test, il est fini. Je dis, ça, ce sont les valeurs que j'ai. Donc, arrange. Donc, c'est les valeurs, en fait, les valeurs de base avec lesquelles je vais faire mon test. Donc, j'ai mes deux valeurs, 10 et 23. Je dis, normalement, ma fonction, si c'est bien écrit, il doit me renvoyer 33. S'il ne me renvoie pas 33, c'est que mon add, il est faux. OK? C'est que mon add, il est faux. Maintenant, ce test, il faut que je puisse le lancer pour voir si elle fonctionne. Si elle fonctionne bien. OK? Donc, pour lancer le test, c'est très facile. Il suffit d'aller dans test ici. OK? Je vais dans test et je fais run all tests. Donc, quand je vais cliquer dessus, il va me tourner tous les tests que j'ai dans mon appli. OK?
Donc, si les tests passent, on verra un petit bouton ici, vert, coché, pour dire que les tests sont passés. OK? Maintenant, on peut l'appliquer aussi ici, hein, dans la petite fenêtre juste en bas là. Je ne sais pas si vous voyez, c'est petit, c'est quand même assez petit. Ici, il dit qu'il y a un test qui est passé. Donc, vous voyez, là-bas, vous pouvez voir tout ce que, tous les tests qui sont passés, les tests qui ne sont pas passés, c'est eux qui sont en rouge, là, barrés, avec la croix. Là, c'est pas passé. Donc, là, on voit bien les tests. Méthode test. Donc, c'est bien notre classe, on est bien dans notre classe, ici. OK? Et quand je déroule encore, j'ai ma méthode. Add méthode sur add to number. To numbers. Donc, j'ai bien cette méthode. Et j'ai testé, il a vu que c'est OK. Donc, ça veut dire que ma méthode add fonctionne bien. Maintenant, imaginons que je dise que je fais 10 plus 23 et que je dis que mon application, c'est-à-dire ma méthode add que je teste, il doit me retourner 35, par exemple. Et si on peut également faire tourner un test depuis ici, hein, en faisant normalement un clic droit run test, OK? Clic droit run test, ça marche aussi, très bien. Et quand je tourne, là, boum, il a un problème. Il dit le test n'est pas passé parce que effectivement, add, lui, et il met quelque chose de très intéressant. Regardez le message qu'il a mis. Ici, vous voyez, il dit quoi? Il dit que ce qui est espéré, donc c'est 35, ce que nous on a mis ici, mais ce que la fonction renvoie, c'est 33. Donc, ce qui est espéré n'est pas compatible avec ce que nous on a, ce qui est renvoyé effectivement de la fonction. C'est différent. Donc, le test n'est pas passé. OK? Donc, si je remets mon 33 et que je retourne le test, run, bim, il passe de nouveau. Il est de nouveau vert. Voilà. Et je peux également runner le test ici. Hein. Je clique sur le test que je veux. Je fais run. Il va runner. Et on peut également débugger un test. C'est-à-dire, c'est à ça que c'est le bouton debug. Si je mets un point d'arrêt ici et que je fais debug, il va runner, mais il va s'arrêter là. Et il va voir ce qui se passe progressivement quand on rentre dans la fonction. On peut le faire rapidement. Ah, il y a une question. Je regarde et je réponds en même temps. Donc, lors du test, on doit déjà connaître le résultat. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, parce que, en fait, lorsque tu testes, toi, tu sais ce que ta méthode fait. Tu sais ce que ta méthode fait, donc tu sais déjà le résultat que ta méthode doit te renvoyer. Donc, tu sais que ta méthode additionne deux nombres. Donc, tu sais que lorsque je vais lui donner deux nombres, il doit pouvoir me donner le résultat de ces deux nombres-là. Donc, moi, c'est parce que là, je sais ce que ma méthode add fait. Je sais que ma méthode add ajoute des nombres, ajoute deux nombres. Donc, je sais que si je fais 10 plus 23, je vais trouver 33. Ma méthode add doit me renvoyer 33. Donc, si ma méthode ne me renvoie pas 33, mais me renvoie autre chose, c'est qu'il y a un problème. OK? Supposons que c'est une question intéressante. Supposons que quelqu'un vient de modifier cette méthode add. On repart dedans, add. OK? Supposons que quelqu'un, on dit, voilà, dans le programme, il y a un souci, ou bien la méthode add. Ici, on a fait quelque chose de simple, hein, mais imaginez quelque chose de super compliqué. Ou par exemple, on donne des primes, on donne des taxes, on donne des remises, on donne des trucs, on calcule un montant final. Imaginez quelque chose de super compliqué. Imaginons par exemple qu'on veut calculer les impôts que doit verser quelqu'un. Vous voyez, donc ça dépend énormément de paramètres, son salaire, ce qu'il a gagné, les dons qu'il a fait, qu'il faut retirer. Donc, imaginez un calcul super complexe. Maintenant, imaginons que cette formule de calcul change, ok, et que on doit calculer autrement. Imaginons que quelqu'un vient ici et dise maintenant, le add
Bah, maintenant, c'est plus comme ça, mais on fait plus 1. OK? Qu'est-ce qui va se passer? Mais quand la personne va compiler ce code et que la personne va tourner les tests, mais le test, il va échouer. Le test, il a échoué. Il a échoué pourquoi? Parce que, bah, le add, moi, j'ai dit dans mon test que lorsqu'on ajoute deux nombres, bah, il me donne l'addition de ces deux nombres. Pas de ces deux nombres plus 1. Il me donne l'addition de ces deux nombres. Donc, j'ai dit 10 plus 23 doit donner 33 et non 34. Donc, le test, il va échouer. Donc, quand le test va échouer, ce qui va se passer, la personne qui a fait la modification, il va dire, ah, mais pourquoi le test a échoué? Il va aller regarder le test, il va aller regarder la logique qui est dans le test, et maintenant, il va se dire, ah, c'est parce que j'ai modifié, mais je n'ai pas modifié le test. OK? Donc, si la modification entraîne une nouvelle valeur, entraîne un changement de valeur à la sortie, il faut modifier également le test pour pouvoir être fidèle au nouveau calcul. OK? Donc, si le nouveau calcul doit donner 34, donc tu viens ici, si le nouveau calcul doit faire la somme des deux plus 1, donc tu sais que ici, ce ne sera plus 33, mais 34. Parce que ça fait le first plus le second plus 1. C'est ça le nouveau calcul. Je l'ai appelé A demain, vous pouvez l'appeler, voilà. Comme je disais tout à l'heure, imaginez quelque chose de super complexe. Donc, le nouveau calcul dit il faut rajouter plus 1. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que il faut modifier le test pour dire que maintenant, ce n'est plus 33 que ça donne, mais c'est 34. Maintenant, de nouveau, si je run mon test, il va marcher. Voilà. Parce qu'il est conforme maintenant, vous voyez, c'est de nouveau vert, parce qu'il est conforme maintenant à la logique qui est dans ma méthode. OK? Il correspond maintenant à la logique qui est dans mon code. Donc, voilà à quoi c'est les tests unitaires. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question déjà. Tu peux juste mettre un OK ou si ça va pour toi, n'hésite pas. Savoir si j'ai répondu à la question. Donc, je remets comme c'était avant. OK. Comment détailler la méthode, la classe assert? La classe assert, en fait, c'est juste une classe statique. Si je vais dans... Vous voyez, c'est juste une classe statique qu'on ne peut pas instancier. Vous voyez, c'est une classe statique qui a plusieurs méthodes, en fait. Plusieurs méthodes qui sont c'est pas moi qui l'ai écrit, mais ça fait partie de MS Test, du framework de test de Microsoft. OK? De vérifier deux valeurs et de t'envoyer un code de résultat. Hein? De t'envoyer un code de résultat pour te dire, ah, ton test, il est conforme ou bien s'il n'est pas conforme. En fait. C'est ça ce que sert la classe assert. C'est juste une classe qui teste beaucoup de choses. Vous voyez que même le A equal, il peut tester beaucoup de choses. Il peut tester deux objets. Il peut tester un type qui n'est pas, voilà, qu'on ne connaît pas d'avance. Il peut tester des nombres à virgule flottantes, des flottes. Il peut tester des doubles, ainsi de suite. Il peut tester plein de choses. Et il n'y a pas que A equal, il y a A not equal. Si par exemple tu fais un test où deux choses ne doivent pas être égales, tu peux également vérifier que c'est pas égal. Donc, tu peux vérifier plein de choses. C'est juste une somme, on va dire, de méthodes qui va nous permettre de tester en fonction de ce qu'on veut faire. On peut tester l'égalité, la non-égalité, on peut tester plein de choses qu'on ne peut pas voir aujourd'hui, mais qu'on peut essayer de pousser plus tard. Mais c'est à ça que sert la méthode, la classe, pardon, assert. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et il y a une autre question aussi. Si on avait une méthode qui récupère une connexion de base de données, très bonne question. Si on récupère une base de données, si on doit faire une connexion à une base de données, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qu'on appelle le mock. Ceux qui font les tests unitaires savent ce que c'est que le mock. Donc,
On peut faire pour tester des connexions, des bases de données, des trucs comme ça. En fait, on peut faire des mocks, on peut faire des bases de données, pas des bases de données, mais des collections de données, des collections de données factices qui ne sont pas des vraies données. Et on teste la connexion en fait sur ces données-là déjà. Donc ça permet de faire des tests sur des données qui ne sont pas des données réelles. Ça évite de faire des tests sur des données en production. C'est dangereux de faire des tests sur des données en production. Donc on fait des données qui sont factices et on fait des tests dessus. Maintenant la connexion. La connexion, c'est pour ça que dans .NET, et je pense que dans beaucoup de langages aussi, il y a ce qu'on appelle l'ingestion de dépendance. L'ingestion de dépendance va permettre de créer en fait des interfaces. Des interfaces et lorsque tu vas demander, par exemple, la connexion à une base de données, ça va être juste une interface. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule base de données. Si demain, tu dois changer de base de données, tu codes juste la connexion à cette base de données particulière en te basant sur l'interface que tu as créée. Donc, l'interface, c'est, comme son nom l'indique, hein, c'est une interface. Et donc, l'interface, on peut le moquer, c'est-à-dire on peut créer une factice. On peut faire comme si. Donc, on crée un mock, en fait, de cette interface-là. Le mock, en fait, je ne sais pas trop comment le dire en français. C'est M-O-C-K. Je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est ça, créer quelque chose de factice, quoi. Quelque chose qui n'est pas vrai. Que la plateforme de test, l'environnement de test va te fabriquer, qui est factice, qui n'est pas vrai, qui est un jouet, un gadget, qui est quelque chose qui n'est pas vrai en fait, qui n'est pas le réel. Voilà. Donc les interfaces permettent de créer des choses comme ça qui ne sont pas réelles. Donc tu vas créer une fausse, tu vas créer en fait une fausse connexion, une connexion factice, et tu vas faire des tests avec cette connexion factice. Et bien, en fait, connexions qui vont dans les vraies bases de données pour enregistrer. Sinon, lorsque tu fais des tests, tu vas enregistrer des choses dans la base de données. Si tu utilises la vraie connexion, ce qu'il ne faut jamais faire. On aura le temps de faire des vrais tests avec connexion base de données, tout ça. Et vous allez voir un peu comment, ce que je dis. Mais je ne sais pas déjà si c'est clair. Ok, ok, parfait. Ok, donc voilà comment on peut faire des tests avec MS Test et tester nos méthodes. Tester nos- Voilà. Donc, voilà pour cette partie. Maintenant, ça va aller. On a pratiquement épuisé le temps. On a déjà fait 2 heures. Il est 19h et il est 19h05 chez moi. Donc, 18h05 temps universel. Ce qu'on va faire, tac, 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 qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il nous reste normalement 30 minutes parce qu'on avait prévu 2h30 pour le Code Lab. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, bon, on va créer une application. Là, on va faire du web, hein. On va créer une application web. Donc, on va créer une application web en MVC. On va créer une application web en MVC. Et bah, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc, voilà. Après, pour ceux qui le désirent, ceux qui veulent bien, ou bien ceux qui aimeraient que je laisse les codes, tout ce qu'on a écrit sur GitHub pour qu'ils aillent regarder, n'hésitez pas à me dire. J'ai pas prévu de le faire, mais si vous voulez, je peux le faire. Mais je l'ai pas fait en avance, quoi. Puisque le code, comme je vous disais, c'est rien de préparé. Donc, on est en train de le faire en live. Donc, si vous voulez, je peux le laisser sur GitHub ou bien sur Bitbucket pour que pour que vous allez regarder. Donc, dites-moi dans le chat, dans le général ou bien dans dans le salon C Sharp, C Sharp, et je vais vous le laisser. Ok. Donc, je disais, permettez-moi de prendre juste une pause, hein, j'arrive.
Je suis là, je suis de retour. Alors, donc, on va fermer ça. On va fermer ça. Tac. On va fermer tout ça. Tac. Voilà, et donc, on va fermer le test. Ok. Je vais baisser ça un peu. Tac, tac, tac. Ok. Et donc, et on va créer un nouveau projet. Bon, je vais fermer tout. Je vais créer donc un nouveau projet. On va faire du web, on va créer une application web rapidement pour que vous voyez aussi comment ça se passe. On a fait du console, on va faire également du web. On va créer un nouveau projet. Donc, toujours C#, toujours en plateforme, pas de test, mais maintenant, une application web. Donc, ça, c'est pour trier. Hein. Il va me trier là. Et je vais tout. Comme ça. Donc, je vais l'appeler des C# to Une question rapidement. Oui. J'aimerais savoir si les tests, c'est pour les développeurs, c'est comme les commentaires. Et si c'est comme ça, j'aimerais savoir si après on peut enlever. Bon, comment on enlève? C'est-à-dire on supprime après avoir fait ça. Les tests unitaires, oui, c'est le développeur qui l'écrit. Okay. C'est le développeur qui écrit pour tester ce qu'il écrit, pour tester la logique de ce qu'il écrit. Donc, les tests, normalement, sont faits pour tester le code que tu écris. Le code de test teste le code que tu écris. En fait, teste la logique de ton code. OK? Donc, mais les tests ne sont pas faits pour l'enlever. Hein. On n'enlève pas les tests. Hein. Les tests sont là pour toujours tester la logique de ton code. Parce que si quelqu'un... les tests sont intéressants lorsqu'on est beaucoup à travailler sur la même appli. Si quelqu'un modifie le code, modifie la logique du code, le test, il va échouer. Parce que la logique ne serait plus respectée. Donc, la personne qui modifie le code saura que le test, il y a un souci, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a une logique qui a été faussée. Normalement, dans les sociétés, dans les boîtes où il y a beaucoup de développeurs qui travaillent sur la même appli, il faut que les tests passent, tous les tests doivent passer, tous les tests doivent être ouverts pour que tu puisses publier ton appli en production. OK? C'est une obligation. S'il y a un test qui échoue, il faut que tu saches pourquoi ça échoue. Et il faut forcément que tu règles tous les tests qui ont échoué. Parce que si tous les tests sont verts et toi tu viens faire des modifications et qu'il y a des tests qui sont rouges, c'est que c'est ton code qui a fait péter en fait certains tests. Donc il faut les corriger avant de pousser le code en production. On ne pousse pas un code lorsque les tests sont... Donc si j'ai compris, il y a les tests et on déploie l'appli. C'est ça, on fait les tests, tous les tests doivent être ouverts et c'est après cela qu'on peut déployer l'appli. C'est comme ça que ça se passe dans les sociétés là où il y a beaucoup de développeurs, où il y a du versionning du code, où on versionne le code, GitHub ou bien Bitbucket ou bien voilà d'autres. S'il y a ce genre de choses là et il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur la même base de code, il faut que tous les tests qui sont écrits soient verts pour que ça puisse, pour qu'on puisse pousser en fait. Ok, merci beaucoup. De rien. De rien. Ok, donc je continue de faire ça pour le web app. Je ne sais pas si on va faire, si on peut faire beaucoup, mais on va quand même mettre la tête dedans, on va voir ce que ça donne. Web app, je l'appelle web app parce que c'est du web. Okay? Dans le même dossier, toujours, je fais S. Il me dit de choisir le framework, donc je reste sur le 3.1.NET Core.
Authentication type, on ne va pas utiliser d'authentification. OK. Et je crée mon appli. Je vois ce qu'il me donne. Voilà, il me crée une solution comme ça, mais c'est pas cette solution que je veux. Je veux faire du MVC. Donc, je vais faire je vais créer une application MVC. Je vais créer une application MVC, je vais la montrer rapidement et après je passe. Oui, 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 oui. Oui, oui, j'ai vu. Je viens de voir. Donc, je vais juste créer la solution et après, bon, on s'arrêtera là, quoi. Il n'y a pas de souci. Juste vous montrer comment on crée une application web et lancer pour voir ce que ça donne et après, on arrêtera là. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Ok, donc je disais tout à l'heure, je vais créer une solution. Je vais créer une solution rapidement, mais vraiment très 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 rapidement. Je veux que la solution soit du MVC en fait, qu'il me mette déjà voilà, les modèles, les vues, les contrôleurs, tu vois. Et après on arrêtera là, on passera en question. Très vite passé. Donc ce que je vais faire un web. Je reste sur le projet web. Il va me créer l'application web, mais en version MVC où j'aurai des modèles, des vues et des contrôleurs. Donc, lorsque je fais Nest, pareil, lorsque je fais Nest, là, je n'ai rien changé, hein. Je n'ai pas changé de nom, rien du tout, parce que c'est juste pour vous montrer. Je fais Nest, pareil, je laisse tout ça en défaut, et je vais créer. Et lorsque je fais créer, bah, il me crée une application web. Vous voyez ici, j'ai bien le contrôleur, les modèles et les vues. Ok. Quand je rentre dans les vues, bah, j'ai deux vues. J'ai une seule vue, mais le shared, en fait, c'est ce qui sera partagé. Hein, c'est ce qui sera partagé en toutes les vues. Il y a les contrôleurs, le home controller, ça c'est le contrôleur de, voilà, pour cette vue-là. En fait, en MVC, dans C#, lorsque tu fais une vue, lorsque tu fais un contrôleur pour une vue, il faut que le contrôleur soit terminé par contrôleur et que le nom soit également le nom de la vue. OK? Donc, c'est pour ça que vous avez home ici et home controller. On sait que home controller, il est lié à la vue home. Et donc, vous pouvez maintenant créer des modèles, hein, des modèles pour pouvoir faire tourner tout ça. Et lorsque j'exécute, on peut exécuter ce code. Hein. C'est quelque chose de basique, mais voilà, il tourne quoi. Il tourne. Et lorsque je vais dans Home, je vais aller dans Home, vous allez voir la page l'index.html, CSHTML, les pages dans, dans le .NET Framework, ils ont les vues, hein, les vues, ils ont cette extension, CHTML. Donc voilà, vous avez quelque chose comme ça de basique, c'est du HTML. C'est du HTML classique que vous avez là. Après, il y a les views data, il y a des choses qu'on verra à la prochaine session. Mais voilà, vous voyez, c'est un div, hein, des H1, machin. C'est une page web classique. Et lorsque je lance ici, lorsque je clique ici, il va me lancer l'appli dans un navigateur. Il est là, vous voyez. Donc, il le lance là. Et vous avez un welcome, machin, voilà, home, privacy, c'est ce que vous avez. Le welcome, c'est ce que
On est sur la page Home, ici. OK? Le link about building web apps with ASP.NET Core, c'est ce que vous avez ici. Hein? Learn about. OK, building web, machin, truc. Et ce que vous voyez sur cette page et que vous ne voyez pas ici, c'est ce qu'il y a dans le shell, c'est ce qui est global. Le menu, par exemple, vous ne le voyez pas ici. Le menu, il n'est pas là. Mais le menu, il est global. Il est dans le dossier shell, en fait. Et toutes les applications vont partager le même menu. Voilà. Donc, lorsqu'on veut faire quelque chose de global, il faut le mettre dans le dossier shell pour que toutes les vues puissent partager cela. Donc, lorsque je vais dans shell, vous avez ici un layout. Dans le layout, vous aurez maintenant le menu. Vous voyez? C'est le menu Home et puis Privacy qui sont là. Vous voyez? Home et Privacy. C'est ce que nous voyons tout à l'heure sur la première page. Donc, voilà en gros une application ASP.NET Core MVC. On aura le temps de rentrer dans tous ces détails dans une prochaine session parce que le temps est fini. Et je me suis fait rappeler à l'ordre déjà 3 fois. Donc, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là maintenant. On va passer aux questions-réponses. Voilà, merci beaucoup à chacun et à chacune pour le temps que vous avez mis de côté pour ce Code Lab, pour ce premier Code Lab. Merci à tous pour votre attention et je suis maintenant disponible pour les questions et les réponses. Voilà. J'ai vu une question tout à l'heure où quelqu'un demande si l'utilisation de var ou un type précis ne joue pas sur l'ergonomie du code. Ça dépend de tout un chacun. Il y a des gens qui vont te dire, faut pas utiliser var, faut utiliser le type bien précis parce que pour eux c'est facile à lire. Mais moi j'utilise var partout parce que il faut lorsque tu définis un type, tu sais quand même le type que tu définis quoi. Et puis même si tu ne le sais pas, le compilateur il te dit le code que tu définis. Comme j'ai montré tout à l'heure, lorsque tu pointes la souris, il te dit si c'est un int, si c'est une liste, si c'est un tableau, il te dit tout ça. En fait, en réalité, c'est juste pour aller vite. Parce que voilà, c'est plus facile à écrire que d'écrire liste de int ou bien liste de dictionnaire de int et de machin. Donc, c'est juste pour que ça aille vite, en fait. C'est Monsieur Sobo Koku qui a posé la question. Donc, c'est maintenant que je vois votre question. Je suis désolé. Mais voilà. C'est juste, ça ne joue. Bon, il y a deux écoles, on va dire. Il y a deux écoles. Il y a d'autres qui vont te dire, mais va. Il y a d'autres qui vont te dire, pardon, mets le type bien précis. Il y a d'autres, moi, je mets va partout parce que ça ne m'empêche pas je ne trouve pas que ça m'empêche de comprendre le code, en fait. C'est pour ça que j'utilise va. Donc, il y a vraiment deux écoles. Donc, voilà pour cette question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres choses. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si la page HTML
Ça utilise du Bootstrap, non? Oui, il génère du code. Le code qu'il génère, c'est du Bootstrap. Et il y a du Bootstrap dedans. Comme tu peux le remarquer, le navbar, collapse, tout ça. Mais tu n'es pas obligé d'utiliser du Bootstrap. C'est juste, lui, il le fait par défaut. Après, si tu n'es pas Bootstrap, si tu as autre chose, je sais pas moi, Tailwind ou bien quelque chose d'autre, ou bien juste du CSS classique, tu fais ce que tu veux. Mais de base, quand tu déploies, en fait, quand il te crée une application web ASP.NET Core MVC, il te le fait avec du Bootstrap. Mais D'accord. après, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, tu vas ici, en fait, les fichiers statiques, tout ce qui est statique, tout ce qui n'est pas dynamique, et il est géré dans le www route. OK? Donc, quand je vais Oui, là, d'accord. j'ai tous les fichiers qui sont statiques. Donc, j'ai les CSS, les JS qui sont statiques, les librairies qui sont là. Vous voyez? Donc, quand je vais dans la Oui, librairie, vous voyez qu'il y a Bootstrap. Donc, c'est juste une librairie qui a été ajoutée. OK? Vous pouvez ne pas oui. l'utiliser, c'est pas un problème. Il y a jQuery qui est ajouté, vous pouvez ne pas l'utiliser, c'est pas un problème. Et vous pouvez faire votre CSS vous-même ou bien utiliser une autre librairie CSS avec laquelle vous êtes à l'aise. Faites ce que vous voulez en fait. Et lorsque c'est très facile de d'enlever ou bien de désactiver ou bien de supprimer en fait une librairie d'un projet C Sharp. C'est très facile. Lorsqu'on fait un clic droit sur le projet, on va dans Manage Client-Side Library. Parce que le Bootstrap, c'est une librairie pour le côté client. On est d'accord. C'est le côté CSS, donc c'est le côté client. Donc, Manage Client-Side Library. Quand je clique dessus, j'ai tous les librairies, en fait, qui sont. Non, il m'a ouvert un truc. J'ai ici, dans Libman, normalement, il doit. Tac, tac, tac. En fait, lorsque je veux rajouter une nouvelle librairie, pourquoi je fais le clic droit? Si je veux rajouter une nouvelle librairie, en fait, je vais ici, en fait, OK, dans Add, et je fais Client Side Library. Quand je clique dessus, il me propose d'ajouter, en fait, des librairies. Donc, tu peux rajouter la librairie que tu veux, OK? Tu rajoutes la librairie que tu veux, et il va te le rajouter, vous voyez, dans www.route libre. Il va te le rajouter là. Donc ça, c'est pour ajouter de nouvelles librairies. Et je disais tout à l'heure que c'est très facile d'enlever, de supprimer. Bah, il suffit de supprimer en fait dans www.route. Dans lib, D'accord. dans librairie, vous supprimez la librairie que vous voulez et c'est bon. Vous installez votre propre librairie ou bien d'autres librairies et vous travaillez en fait tout simplement. D'accord. Merci beaucoup. De rien.
Alors, bonsoir. Ça, Bonsoir. S'il vous plaît, j'ai une question. Par rapport au C-Sharp, j'aimerais savoir si vous avez une roadmap, comme on vient de faire une découverte du langage. une roadmap. Ouais. Parce que moi, je vois des choses par-ci, par-là, je lis des livres, mais Ouais, je ne sais pas là où si, j'en suis si exactement. il y a une roadmap, bah, la roadmap, si vous voulez, je vais devoir peut-être la préparer. Je vais peut-être la Merci. préparer. Je l'ai pas là sous la main, mais bah, si je veux parler comme ça, je dirais d'abord, voilà, là on vient de voir les bases. C'est de creuser déjà les autres types. Donc, on a vu, par exemple, les strings, les integers, tout ça. On peut regarder d'autres types de données, c'est-à-dire les listes, les tableaux, comment est-ce qu'on les manipule, Ok. les autres types, quoi, les booléens, les machins, tout ça. Et après ça, maintenant, on pourrait peut-être passer à d'autres types encore plus complexes, c'est-à-dire les dictionnaires, les hash sets, c'est un type de liste où on peut pas avoir de doublons dedans, des trucs comme ça. Donc, mais ça, c'est vraiment des types de données un peu plus poussés, quoi. Mais je pense que la base, c'est déjà de faire des petits algos de, je sais pas moi, de multiplication, de table de multiplication, des trucs comme ça, pour maîtriser les différents types, les différentes opérations aussi. Ok. Et après, maintenant, on peut passer à l'orienté objet. Donc, regarder les classes, les héritages, les interfaces, les méthodes publiques, privées, les méthodes voilà, internes, statiques, ce genre de choses-là. Et après ça, maintenant, on peut passer à la manipulation des listes de données. Vous voyez, quand on a une liste de données, pouvoir faire des sélections dans une liste de données, ça se fait avec Oui. un framework qu'on appelle Entity Framework, où on peut taper dans des listes, sélectionner des trucs, trier des listes, des trucs comme ça. Et après ça, maintenant, je pense que voilà, on peut faire le grand saut dans une vraie appli, voilà, dans une vraie appli où il y a connexion base de données, ce genre de choses-là, pouvoir faire des enregistrements, des suppressions, des modifications, ce genre de choses. Je pense que les codes là, bah, on programmera d'autres codes là pour ce genre de choses-là. Et on va le faire petit à petit et monter petit à petit et voilà quoi. Mais Ok, sinon, je merci dirais beaucoup. globalement ça pour une roadmap. Après, il faut que je réfléchisse, il faut que je l'écrive vraiment. Si tu veux une roadmap bien détaillée, il faut que je l'écrive. Et voilà, ça me fait beaucoup plaisir de le faire. Ouais, je vais le faire. Parce qu'il n'y a pas un guide. Oui, si pour l'opportunité de partager un peu, de- comment dire, de démocratiser un peu le C Sharp. Pour ceux qui ont envie de se lancer, le C Sharp, c'est c'est- c'est- c'est très utilisé. Vous savez, comme je disais à quelqu'un, il y a pas longtemps, il n'y a pas que le JavaScript dans la vie. Vous voyez, le C Sharp, ou bien il n'y a pas que le PHP dans la vie. C'est pas des, Ok. c'est pas visé, hein, c'est pas visé du tout. Mais le C Sharp est aussi une possibilité, voilà, une possibilité. Le C Sharp, c'est pas du tout à ses débuts. C'est pour ça que j'ai commencé justement par l'historique. Le C Sharp a commencé il y a plus de 20 ans déjà, beaucoup plus, même 25 ans par là. Donc c'est quand même assez assis. C'est développé par une entreprise qui est assise. Beaucoup de personnes disaient avant que le C Sharp, le .NET d'une manière générale est, comment dire, est propriétaire, il est fermé, il est payant. Tout ça, c'est fini en fait. Aujourd'hui, le .NET, il est free, il est cross-platform. Voilà, tu peux faire tout avec. Tu peux faire du web, du gaming, tu peux faire du console, tu peux faire client lourd, tu peux faire des microservices, tu peux faire des IoT, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même faire du SPA, tu peux même faire du single page application avec Blazor. Donc, il y a tellement de possibilités et tout ça, c'est free. Tout ça, c'est free. Il n'y a pas de trucs propriétaires, tout ça c'est free en fait. Voilà, donc pour ceux qui veulent se lancer, lancez-vous, vous allez aimer, vous allez aimer, vous allez aimer. Et comme
le modérateur l'a dit, il y a d'autres Code Lab qui vont venir. Aujourd'hui, on n'a pas eu le temps. Je savais pas que ça allait prendre autant de temps. On n'a pas eu le temps, donc on n'est pas rentré dans beaucoup de détails, mais on va monter crescendo, petit à petit, on va monter, on va faire des choses qui sont vachement intéressantes. Là, on a commencé un projet web, on va peut-être continuer dessus pour la prochaine, pour le prochain Code Lab. Et voilà, merci à tous pour votre disponibilité. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, suivez-moi si vous voulez sur Twitter. Mon compte Twitter, c'est Danny Laos, Bonsoir, bonsoir, D-A-N-Y, pardon. bonsoir, Bonsoir. bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, c'est moi qui avais posé la question concernant l'ergonomie du code vis-à-vis du VAR et Oui. du type précis. Oui, Ouais, comme vous avez dit, il y a deux écoles. Moi, je pense Oui. que si par exemple vous écrivez le VAR, ça met comment dire, le compilateur mettra plus de temps pour aller chercher le type précis. Donc ça joue un peu sur l'ergonomie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? non, non, pas du tout. Pas du tout. Il va pas, il va chercher. Il connaît déjà le type. Même si tu mets VAR, il connaît déjà le type. Il sait déjà que c'est un string, c'est un i, c'est un machin. Il sait déjà. C'est pas parce que tu as mis VAR que c'est pas à la compilation. C'est pas à la compilation qu'il va aller chercher le type. Ouais. Il connaît déjà le type. C'est pas à l'exécution de ton code qu'il va aller chercher le type. Non. C'est pas, en fait, le VAR, c'est pas comme le VAR en JavaScript. C'est pas la même chose. Ok. Oui, non, c'est pas la même chose. Le VAR en JavaScript, là, il n'y a pas de type, non. C#, c'est un langage qui est fortement typé. Et tout est typé. C'est pas parce qu'on met VAR qu'il n'y a pas de type. Il y a le type. Il sait déjà qu'il y a le type. Il y a d'autres, Ok. comment dire, il y a d'autres manières de typer implicitement. Mais le VAR, c'est Ouais. pas le VAR. Le VAR, lui, il connaît le type. Le VAR, comme je disais tout à l'heure, c'est juste pour aller vite. C'est juste pour aller vite, pour coder vite. Ouais, Sinon, ouais. il sait déjà le type. Il va pas mettre plus de temps pour aller Ouais. chercher. Il sait déjà. Ah, ok. Puisque je pensais que c'est le temps qui jouerait, vu que, bon, de nos jours, si tu as une application qui ne va pas vite, là, les gens ne vont pas s'intéresser à ça, quoi. Donc, c'est pour cela que je posais la question. Bien sûr, non, c'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question. Ouais. Mais le VAR en C#, c'est complètement différent du VAR en JavaScript. Il ne détermine pas le type à l'exécution, à la compilation, pardon, de ton code. Il connaît déjà le code. Il connaît déjà le type. Ah, ok. Merci beaucoup. De rien, de rien. Ouais. Donc, je disais, voilà, pour ceux qui sont sur Twitter, suivez-moi sur Twitter. Sur LinkedIn, c'est pareil, c'est le même nom, Daniel Teima Ololo Lawson. Donc, sur Twitter, je suis quasiment sur Twitter tous les jours. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Et surtout, je rappelle encore le formulaire de l'enquête de satisfaction. S'il vous plaît, prenez 2 minutes pour remplir cela. Ça nous permettra à nous tous de savoir ce qu'on doit améliorer pour les prochaines sessions. C'est très important. Merci à vous. Très bonne soirée à tout le monde. Très bon week-end.